Précédemment, dans Superstream. Colin et Pénélope forment-ils le meilleur couple de l'histoire des chroniques de Bridgerton ? C'est ce qu'est venu défendre notre journaliste Stéphanie Fuseau, et elle n'est parvenue à convaincre que 31% d'entre vous. Puis, c'était au tour d'Alexandra Ayo-Barreau de venir nous expliquer que, selon elle, le film culte Le Père Noël est une ordure a très mal vieilli. Et vous êtes 35% à penser comme elle. Nos invités du jour parviendront-ils à vous convaincre davantage ? Superstream saison 1, épisode 2, c'est maintenant. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, bienvenue dans Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Je suis Laurence Gallois et j'ai hâte de vous présenter les programmes de Netflix, Disney+, Canal+, ou encore Prime Video, dont nous allons parler aujourd'hui avec nos chroniqueurs et nos invités dans son deuxième épisode de Superstream. On va prendre un bain, on va s'asseoir sur un canapé, on va jouer aussi. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Juliette Osbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin. Bienvenue à tous les trois. Salut Laurence. Salut, bonjour. On est dissipé aujourd'hui. Je préviens. Que aujourd'hui ? Ouais. T'as juste dit salut bonjour. Salut bonjour, c'est pour ça. C'est le bain qui vous a mis dans l'ambiance. Alors, on attaque directement avec vos coups de cœur et vos coups de gueule du mois. Honneur aux hommes, tiens, pour une fois. Marc, on va commencer avec toi. Tu vas nous parler d'une série sur la mode. Tout à fait. Cette année, on peut dire que les séries sur la mode, ça a pas mal défilé. Joli. Ça sera peut-être pas le seul jeu de mots, mais je vais pas vous spoiler. Donc oui, parce qu'on a eu Balenciaga, sur le fameux créateur espagnol. On a eu The New Look sur Apple TV, sur les relations un peu conflictuelles, notamment entre Coco Chanel et Christian Dior. Et bientôt, on aura le droit à une série aussi sur une maison de haute couture qui s'appelle La Maison avec Lambert Wilson. Donc autant dire que moi, les séries sur la mode, j'en avais un peu marre en fait, notamment The New Look que j'ai trouvé vraiment mauvaise. Je me donnais pas trop envie de me lancer dans Becoming Karl Lagerfeld. Prends ça, Juliette Binoche. C'est ça. Mais franchement, j'ai été très séduit par Karl Lagerfeld donc sur Disney+. Il y a 3 choses qui m'ont vraiment séduit. C'est d'abord l'écriture des dialogues, que je trouve vraiment précise, vraiment incisive. C'est adapté du livre de Raphaël Baquet, Kaiser Karl. Donc c'est vraiment un beau matériau de départ. Et en plus, je trouve que l'adaptation pour la série fonctionne vraiment. Ensuite, il y a la direction artistique de la série qui est vraiment cette espèce de plongée dans les années 70, mais sans le côté un peu lourdingue de la reconstitution. Je trouve que c'est quand même plutôt bien fait. Et puis surtout l'interprétation. Donc il y a Daniel Brühl qui joue Karl Lagerfeld. Et surtout, il y a Théodore Pellerin, un acteur assez peu connu chez nous, qui est un comédien québécois, qui joue donc Jacques de Bacher, le grand amour de Karl Lagerfeld. Et il est formidable. C'est vraiment par son personnage qu'on rentre dans la série. Il est à la fois candide et en même temps, il est assez ambigu. On voit vraiment son personnage évoluer au fur et à mesure de la série. Il est vraiment, vraiment extraordinaire, donc c'est un comédien à suivre. Et voilà, j'ai été vraiment séduit par ces 6 épisodes. J'ai assez hâte qu'il y ait une saison 2. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais en tout cas, si c'est le cas, moi je serai là. J'ai cru que qu'on avait une exclue mondiale du monde entier et genre t'annonçais la saison 2, je me suis dit, je l'ai pas vu passer, dis donc. J'aimerais bien. Non, tout ce qu'on peut dire, c'est que la série a fait le meilleur démarrage pour une fiction française sur Disney+. Bon, ça veut à la fois dire quelque chose et pas grand-chose, parce qu'en fait, on n'a pas de chiffres et on n'a pas vraiment d'infos plus que ça. Mais mon petit doigt m'a dit qu'a priori, une saison 2 pouvait être en cours d'écriture, mais c'est encore une fois soumis, on va dire, à la décision de Disney+, de valider ou pas la saison 2. Et ça, pour l'instant, à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore. Et alors, s'il y avait une saison 2 de Becoming Karl Lagerfeld, tu ne serais pas le seul, je pense, devant ton écran, puisqu'on a une internaute de Télé Loisirs, le pseudonyme est Abisciuto, le personnage de NCIS, qui nous dit « Excellent biopic, derrière le personnage Karl Lagerfeld, il y a un homme dans toute sa complexité, ses ombres et sa lumière, et la série nous le fait découvrir avec subtilité, je recommande. » Voilà, donc je pense qu'elle sera elle aussi au rendez-vous. Et effectivement, il y a beaucoup de séries ou de documentaires sur la mode en ce moment. Disney+ en fait énormément en ce moment. Et il y a d'ailleurs un documentaire qui vient de sortir là aussi sur Diane von Furstenberg. Donc c'est vrai que si on s'intéresse à la mode, il y a de quoi faire. Émilie, toi, on change vraiment d'ambiance avec le programme dont tu vas nous parler. C'est pas réjouissant, mais c'est peut-être nécessaire en ce moment. C'est pas du tout réjouissant, c'est totalement nécessaire. Et c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hitler et les nazis, le procès du mal. Donc moi, c'est une période qui m'intéresse énormément. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai vu beaucoup de documentaires, j'ai vu beaucoup de films. Néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce doc de 6 épisodes de 60 minutes, donc il faut un peu avoir le temps et surtout avoir
des petites bouffées d'air frais entre chaque épisode et aller boire un apéro parce que vraiment c'est dur. C'est qu'en fait le réal... Première mention de l'apéro dans le podcast. Première et certainement pas la dernière. N'oubliez pas le bingo apéro podcast sur vous. Dès qu'Émilie évoque un apéro, vous pouvez noter. Ou une bière. Voilà, vous pouvez vous-même cocher votre petite case et évidemment prendre votre petit verre. Et à la fin, vous aurez un télé-loisir. Mais le jeu va aller très très vite du coup. Au bout de 3 minutes, on aura déjà tout rempli. Donc pour revenir à Hitler, je n'aurais jamais pensé dire cette phrase. Le réal a expliqué que s'il avait voulu faire ce documentaire, c'est parce qu'il s'était rendu compte en voyant notamment des études et des chiffres que la jeune génération s'y connaissait très peu sur le sujet et notamment avait beaucoup de méconnaissances sur la Shoah. Et en fait, il trouvait ça intéressant de revenir sur tout ça, de le faire un peu à la sauce Netflix. Alors effectivement, il y a des reconstitutions qui peuvent peut-être un peu gêner certains téléspectateurs. Moi, je trouve que c'est vraiment très efficace. C'est passionnant. Il y a beaucoup d'images d'archives et notamment certaines que moi, personnellement, je n'avais jamais vues. Il y a notamment des images du procès de Nuremberg avec les vraies voix de l'époque. Ils ont reconstitué la voix de l'écrivain avec une intelligence artificielle. C'est passionnant. C'est nécessaire, surtout en ce moment. Moi, pour être tout à fait sincère, je l'ai regardé après les élections européennes, genre le même soir. Ça m'a totalement plombé, d'où l'apéro derrière. Mais c'est bien qu'on offre la possibilité à la jeune génération d'avoir des connaissances sur ce sujet qui est primordial. Ça revient vraiment sur comment Hitler est venu au pouvoir et comment il a pu faire toutes ces atrocités. Et croyez-moi, il y en a certains qui se trompent en pensant qu'il est arrivé de telle ou telle façon. Non, regardez. Franchement, regardez. Et le titre du documentaire, Émilie ? Alors, Hitler et les nazis, : le procès du mal. Ok, voilà. Ouais. Juliette, on finit avec toi en ce mois de juillet. Toi, tu as sorti ton plus beau maillot à pois. Tout à fait. J'adore grimper les plus hauts monts de France depuis 2 ans, puisque Netflix a sorti l'année dernière la série documentaire Tour de France au cœur du peloton, qui suit en fait les plus grandes équipes de la Grande Boucle. Là, depuis mi-juin, on en est à la 2e saison. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Pour être tout à fait honnête, je n'y connaissais rien. Pour moi, le Tour de France, ça voulait vraiment dire aller faire la sieste avec papy et mamie le dimanche après-midi. Mais tellement. Voilà. Mais Netflix m'a remis les pendules à l'heure et le guidon droit. Marc, tu n'as pas le monopole du jeu de mots. C'est beau, j'apprécie. Parce qu'en fait, cette série doc, c'est vraiment une excellente porte d'entrée sur la discipline. On nous explique de façon très didactique les enjeux sportifs, les stratégies, comment fonctionnent les équipes du Tour, ce qui n'est pas évident quand sur France Télévisions, on voit juste des mecs sur leur vélo. Et puis surtout, il développe des enjeux humains qui sont très forts, qui sont d'ailleurs la vraie force de ce documentaire. On découvre les personnalités des coureurs, ça crée forcément de l'attachement, mais aussi du drame, puisque qui dit dimension humaine vue de l'intérieur, dit promesses non tenues, trahison, scènes d'action spectaculaires. Donc pour moi, c'est ce que j'avais dit à Marc l'année dernière, pour moi, cette série doc, c'est vraiment Game of Thrones, mais en lit cramoulant et sur le Mont Ventoux. Tu nous le vends bien. C'est un peu la même recette que la série sur la Formule 1. Ouais, tout à fait, que Formula One, pilote de leur destin, et avec moins de succès, la série Breakpoint sur le tennis. Mais voilà, mais en fait, blague à part, effectivement, c'est une même recette qui fonctionne très bien. C'est notamment dû au fait que ce soit d'ailleurs pour Formula One, Breakpoint ou Tour de France, puisque c'est la même boîte de production qui produit tout ça pour Netflix. Ils ont un partenariat à long terme. En fait, chaque équipe ou chaque grand sportif se voit attribuer des équipes de prod avec un producteur, un journaliste. Donc, il y a vraiment cet effet sur le long terme, mise en confiance, qui permet d'avoir ces entretiens hyper intéressants. Et puis surtout, ils ont leur propre caméra embarquée dans le peloton, donc ça donne lieu quand même à des images qui sont assez impressionnantes. Et puis surtout, ils ont l'art du montage, honnêtement. Le cliffhanger, c'est devenu leur spécialité, et ça c'est vraiment la patte Netflix, parce qu'on finit un épisode toujours sur un cliffhanger et toujours avec l'envie du coup de binger l'épisode suivant. Comme une vraie série en fait. Exactement, comme une vraie série. Et d'ailleurs, j'ai été sur le tournage de la saison 2, et ce qui m'a impressionné, c'est de voir qu'en fait, ils avaient des équipes édito qui écrivaient la trame générale des épisodes pendant que les étapes se déroulaient. C'est ce qui leur permet d'être vraiment totalement dans le vif. Donc voilà, pour moi, saison 2, toujours un coup de cœur. Ça cale un peu au démarrage. Les 2 premiers épisodes sont un peu moins forts, mais à partir du 3e épisode, c'est le festival. Et les internautes de Téléloisirs aussi, visiblement, apprécient cette série doc. On a Juramad qui nous dit « Intéressant, mais un peu trop romancé.
du grand spectacle quand même. Et Jenny Knox, je l'ai regardé sur Netflix, je me suis régalée. Justement, dans ce documentaire, on voit bien que ce n'est pas qu'une kermesse. Voilà. J'adore ce Mic commentaire. drop. C'est la meilleure vanne depuis le début, je suis désolée, je suis à tes marques. Hein. Merci Jenny Knox. Les hommes du téléloisir ont du talent. Alors, on va rester sur Netflix pour la séquence suivante. C'est le premier parti pris de ce deuxième épisode de Superstream et ça concerne un long métrage qui a intégré le top 10 des films les plus vus de la plateforme en quelques semaines. Allez, c'est parti pour le grand plongeon.